Hitler n'a pas été porté au pouvoir par le peuple, mais par un extrême centre irresponsable. Ces termes viennent de Johann Chapoutot, qui est un historien spécialiste du nazisme. Vous avez pu le voir notamment dans différents médias pour parler justement de la montée du nazisme, et bien souvent le parallèle est fait avec ce qui se passe aujourd'hui. Récemment, il a été invité notamment pour son ouvrage Les Irresponsables, qui parle des personnes qui ont mis Hitler au pouvoir, et bien souvent, ce n'est pas les personnes que l'on pense. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est qui sont ces irresponsables? Pour répondre à cette question, il y a eu différentes analyses, et l'auteur également y répond. Dans un premier temps, il y a les dirigeants politiques de droite et de centre, les élites économiques et un extrême centre libéral autoritaire. Objectivement, ce sont ces personnes-là qui ont permis à Hitler d'accéder au pouvoir, même s'ils se déresponsabilisent. Pour eux, ce n'est pas de leur responsabilité, et bien souvent, dans les livres d'histoire, on dit qu'Hitler est arrivé au pouvoir par les urnes. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça, d'ailleurs Johann Chapoutot en parle énormément, avec un changement de l'organisation électorale qui est mise en place entre 1930 et l'ascension d'Hitler au pouvoir, donc c'est très intéressant et c'est assez complexe et je ne vais pas développer ça dans cette vidéo. Mais du coup, dans son livre, et il en parle également dans ses interviews, les personnes qui ont aidé Hitler à monter au pouvoir ont vu Hitler pas comme un danger, mais comme un peu un benet qui pourrait manipuler au point qu'ils pensaient qu'ils avaient engagé Hitler pour leur intérêt, sauf qu'ils n'avaient pas prévu la violence et l'extrémisme du personnage, et du coup ils se sont fait prendre à leur propre jeu, et énormément de dirigeants qui ont permis à Hitler d'accéder au pouvoir se sont vus écartés, voire éliminés totalement, c'est-à-dire comme il est précisé, ces élites ont voulu qu'il accède au pouvoir pour préserver leurs intérêts économiques, financiers, patrimoniaux, etc. Donc il y a une convergence de leurs intérêts qui tourne autour de la préservation de leur statut, de leur richesse et de tout ce qui en découle. Du coup, ces élites économiques, comme le précise Johann Chapoutot, parce que pour lui, ce n'est pas une élite au sens propre du terme, parce qu'à travers le terme d'élite, il a une certaine excellence, c'est-à-dire une élite intellectuelle, etc. Ce qui n'est pas le cas pour lui à cette époque-là, mais également à l'époque contemporaine de nos politiques. On est plus face à une élite économique. Et à cette époque, en 1930, cette élite économique ont un socle commun, c'est-à-dire la lutte contre la gauche. Et il est difficile de ne pas faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui avec la lutte politique et médiatique menée contre LFI par les personnes de droite, d'extrême droite, de centre et parfois même des personnalités dites de gauche qui s'auto-qualifient comme telles. Je ne citerai personne, Glucksmann par exemple. En 1930, il y a également un milliardaire qui rachète de nombreux journaux, mais également qui va s'implanter dans le monde du cinéma. C'est Alfred Hugenberg, qui rachète les médias, car pour lui, il est plus facile, entre guillemets, de manipuler l'opinion publique à travers les médias, et il a quasiment le monopole sur les médias à l'époque, et il est bien entendu antisémite, raciste, nationaliste, etc. Et il va rapidement se rallier à Hitler, qui au final, au bout de 6 mois d'exercice, va se voir écarté, et ces médias saisis entre guillemets par le gouvernement d'Hitler. Ce que souligne Johann Chapoutot à travers ce ralliement de différents partis politiques de irresponsables au régime nazi, c'est que du coup, ils pensaient manipuler et gérer ça politiquement parlant dans leur intérêt, mais au final, le régime s'est révélé plus violent que prévu, et finalement, ils se sont retournés contre eux. La notion qui revient assez souvent et qui est assez intéressante à étudier, c'est la notion d'extrême centre, qui est développée par un intellectuel anglophone dans un premier temps, Tariq Ali, et en France, on a Pierre Cernat qui a écrit un livre là-dessus sur l'extrême centre. C'est, on va dire, des personnalités politiques qui se définissent comme raisonnables, raisonnées, contre les extrêmes. Ça rappelle un peu l'épisode politique et médiatique qu'on a également en France. Peut-on mettre en parallèle la montée du fascisme en France et la montée du nazisme en Allemagne en 1930 ? Qui a dit, à propos de la différence RN et LFI, on préférera toujours des députés favorables à l'économie de marché? C'était il n'y a pas longtemps. C'était le chancelier Franz von Papen en juillet 1932. Il a dit exactement la même chose. Je vais te dire qu'il l'a dit il n'y a pas longtemps, le patron du MEDEF. Bah oui. Mais vraiment, premier degré. Mais c'est les mêmes. Ce parallèle est assez glaçant et peut faire peur, et de nombreux médias, en invitant Johann Chapoutot, n'hésitent plus à faire le parallèle entre les processus qui se mettent en place. Il faut savoir, il ne faut pas se cacher, il y a une certaine rigidité qui s'impose en France pour ne pas parler de fascisme, de la censure, des politiques qui sont de plus en plus strictes, qui ne respectent pas la démocratie et les nombreuses violences qui en découlent.
Cet historien ne dit pas exactement qu'on est en train de reproduire le même schéma, mais la montée du fascisme suit les mêmes chemins, et malheureusement, il y a quelques similitudes avec l'Allemagne de 1930 et la France d'aujourd'hui. Déjà, premièrement, le fascisme a pu émerger suite à des instabilités politiques et des impuissances démocratiques. On peut voir qu'avec le gouvernement Macron, il y a eu énormément de changements de Premier ministre, de dissolution, ce qui montre l'instabilité politique du pays, mais également une impuissance de la démocratie avec les différentes lois et l'application du 49.3 qui a été usée à outrance dans ce gouvernement, qui montre qu'aujourd'hui les institutions démocratiques ne sont plus aussi protectrices, entre guillemets. Il y a aussi la crise économique et sociale que l'on ne peut plus nier en France, avec un taux de chômage qui explose, les acquis sociaux qui sont de plus en plus réduits et la précarité qui ne cesse d'augmenter. Comme en 1930 également, les partis de droite centristes connaissent un effritement électoral, c'est-à-dire qu'au niveau électoral, ils ne représentent quasiment rien. Et là, en Allemagne, ces personnes-là, que Johann Chapoutot qualifiait d'irresponsables, décident de s'allier avec l'extrême droite d'Hitler pour pouvoir préserver leur pouvoir et leur intérêt. On ne peut pas nier qu'il y a des similitudes qu'on retrouve avec des personnages qui partagent l'agenda politique de l'extrême droite, comme par exemple Bruno Retailleau, Ciotti, Estrosi, qui sont des personnalités de droite, qui ont un discours qui s'apparente et parfois même qui sont plus violents que l'extrême droite. Il y a également les fameux centristes, comme Macron, ou encore Glucksmann, apparemment il se définit de gauche, mais bon, on n'a pas la même définition de la gauche, qui indirectement s'allie à l'extrême droite en ayant un socle commun, comme en 1930, c'est-à-dire la lutte contre la gauche. C'est-à-dire que ces élites économiques qui vont s'allier au régime nazi ont également un socle de lutte contre la gauche, et pour cela, ils vont s'allier avec l'extrême droite et du coup le nazisme. Il faut savoir également à cette époque qu'il y a une panique morale contre le bolchevisme. Et parfois un parallèle est fait avec le judéo-bolchevisme. On peut faire le parallèle avec ce qui se passe en France avec les notions de wokistes, islamo-gauchistes. En fait, ce sont des termes un peu fourre-tout qui ne désignent rien, mais derrière ce terme, il y a l'idée que ces choses, une fois qu'on étiquette des actions comme bolcheviques, islamo-gauchistes, etc., ça sous-entend que c'est quelque chose qui va à l'encontre du pays. Donc à l'époque, c'était contre l'Allemagne, tous les mouvements progressistes, antiracistes, féministes, etc., étaient vus comme des dangers et des menaces pour la société allemande, et aujourd'hui, à l'image du wokisme ou l'islamo-gauchiste, c'est vu comme un danger pour la culture française et pour la France, tout simplement. Et en fait, en collant ces étiquettes, on sous-entend qu'il y a un danger. Et cette panique morale est entretenue par les médias. À l'époque, comme j'ai pu le dire, Alfred Hugelberg était un milliardaire, il avait la mainmise sur la presse écrite, mais également il a racheté des boîtes de publicité pour les cinémas, etc., puisque aussi ça passe par la culture, et du coup il diffusait son idéologie qui était du coup en lien avec le nazisme, puisqu'il était antisémite, raciste, nationaliste, sans même que le régime nazi n'ait à bouger le petit doigt. Et il est compliqué de ne pas faire le parallèle avec Bolloré, qui rachète de nombreux médias, mais également Bernard Arnault, des milliardaires qui ont un intérêt économique, qui rachètent la presse pour la diffusion d'une certaine idéologie qui va servir ses intérêts. Donc voilà, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet. Je pense que c'est intéressant de lire ces ouvrages à la lumière des événements contemporains et d'avoir des réflexions à ce sujet. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire pour avoir un peu vos réactions sur les raisonnements de Johann Chapoutot et comment ils sont interprétés et analysés par des intellectuels et également dans la presse.